Je voudrais, dans un premier lieu, je vais vous parler des agricultures africaines, parce qu'au fond, il n'y a pas une agriculture africaine, il y a des quantités de modalités différentes. Et je commencerai par un certain nombre de photos que je peux éventuellement commenter. On parlera plus, et je crois que c'était un peu prévu comme ça, de l'Afrique sahélo-soudanienne. Vous verrez qu'on va faire quelques excursions ailleurs. Mais voilà, Ibrahim Hassen reconnaît peut-être son pays, c'est de l'autre côté du fleuve Sénégal. Vous avez le Sénégal, la photo est prise de Mauritanie. Bon, juste pour vous dire, cette Afrique sahélo-soudanienne, on la voit toujours son côté semi-aride, et là la photo ne trompe pas trop, enfin en tout cas quand elle est prise en saison sèche comme ici. Vous voyez des troupeaux au premier plan qui sont en train de pâturer, des chaumes de sorgho, de maïs, on appelle ça dans notre jargon la veine pâture. Mais ça veut dire qu'effectivement, une fois les récoltes faites, vous avez le passage d'animaux qui appartiennent, alors qui peuvent appartenir à des agriculteurs ou à des éleveurs, mais qui sont conduits par des éleveurs. Et vous voyez, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas d'enclosure, on dirait peut-être chez les Anglais. C'est un point sur lequel éventuellement l'accès au foncier, on en parlera. Bon, ça paraît pauvre comme ça au premier abord, sauf qu'on voit peut-être à un endroit quelques manguiers, etc., dont on voit qu'il commence à y avoir des clôtures. En tout cas, la question du foncier par rapport au devenir des agricultures africaines peut se poser. On a des terres qui sont souvent de propriété, on dirait la propriété éminente, qui sont à des clans, des lignages, etc. Mais il y a un processus aujourd'hui de privatisation et de mise en titre d'un certain nombre de terres, chose qui d'ailleurs est un peu prônée par certaines organisations internationales, mais qui peuvent aboutir derrière cette privatisation du foncier à des phénomènes d'accaparement, d'un marché de la terre, et des choses de ce genre dont on pourra débattre. Pour l'instant, je montre surtout des diapos. Bon, vous voyez que les chèvres là n'ont peut-être pas grand-chose à pâturer quand c'est en saison sèche. L'Afrique, une certaine Afrique, c'est aussi cette latérite, ces gravillons latéritiques. Et ça, c'est des zones totalement de parcours. On ne peut pas pratiquer l'agriculture sur un certain nombre, très difficilement, parce qu'il y a des agriculteurs, néanmoins, qui arrivent à mettre en culture, figurez-vous, les sols que vous avez là sous les yeux, qui sont en fait des gravillons latéritiques. Sinon, c'est de la végétation spontanée, c'est des terres de parcours pour les animaux. Vous voyez que là, bon, il n'y a pas grand-chose. Cette photo prise au Burkina, la précédente était au Mali. Mais néanmoins, si on regarde un peu plus près, les gens un peu attentifs, voilà, il y a un petit arbre là-haut qui est perché dans les gravillons, mais sur la partie basse, proche du photographe, vous découvrez qu'il y a un petit peu de sable, etc. C'est le produit de l'érosion, et on découvre qu'il y a déjà eu une première pluie, puisqu'on voit déjà des mauvaises herbes en train de pousser. Enfin, dès qu'il y a un sol qui se constitue et dès qu'il y a de l'eau, ne croyez pas ça, il y a des choses qui peuvent pousser. La question, c'est comment faire en sorte qu'il y ait des sols suffisamment enrichis en eau, enfin, pendant la période des saisons de culture. On en reparlera, je continue de visualiser. L'accès à l'eau retient notre attention, donc voilà un puits, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ce puits a peut-être d'ailleurs, j'allais dire, le mérite, alors vous allez dire que non, mais d'être manuel, parce que ce puits manuel, vous voyez bien, alors ce sont les femmes qui sont au puits. Là, d'ailleurs, je vous signale, il y a déjà une poulie, c'est déjà quelque chose. Il y a des puits parfois sans poulie, où les femmes tirent les cordes, etc. Et la corde, elle glisse dans une ornière, à même la margelle, etc. Enfin, il y a rien que sur des petites choses comme ça, il y a parfois des progrès qui peuvent être décisifs. C'est juste pour un peu illustrer parfois le niveau d'équipement. Ne croyez surtout pas que nécessairement une motopompe soit la meilleure des choses à faire, notamment quand il s'agira d'abreuver les animaux. Là, on est en saison sèche. Alors, ces puits servent à des usages domestiques. Ça, c'est des puits qui sont en bordure des villages. Mais ça sert aussi à l'abreuvement des animaux. En l'occurrence, ici, des ânes, mais parfois aussi des bœufs, des chèvres, d'éleveurs, parfois d'éleveurs transhumants. Je passe un peu vite pour montrer que, bon, il y a de plus en plus, y compris dans ce qui là commence à ressembler à une savane. Vous voyez que c'est plus comme des arbustes, il commence à y avoir des arbres. Ces arbres sont fourragés, c'est-à-dire que les arbres, dans cette steppe ou dans cette savane sahélo-soudanienne, ça peut contribuer à nourrir les animaux. Mais voilà des dromadaires qui n'avaient pas l'habitude de descendre aussi bas, parce que pendant une époque, j'allais dire, les dromadaires ne descendaient rarement au-delà des fleuves Sénégal, fleuve Niger. Maintenant, ça va, ils vont bien plus au sud, et ça témoigne de ce que peut-être, pour les populations du nord, il y a un manque de fourrage. Ils descendent toujours de plus en plus dans les régions sud, et je vous raconterai que les agriculteurs étendent leur surface cultivée, l'étendent parfois, en tout cas dans un premier moment, ils ont étendu leur terre cultivée toujours plus au nord, vers le Sahara, dans des régions de moins en moins arrosées, et les agriculteurs ont, d'une certaine façon, empiété sur les territoires pastoraux des éleveurs. On en rediscutera, pour l'instant j'essaie juste d'illustrer
pour vous ayez quelques images. Voilà un outil qu'on appelle l'hilaire, c'est le travail que l'agriculteur fait, ça s'appelle le sarclobinage, c'est-à-dire on retire les mauvaises herbes entre des plants de mil. Vous imaginez bien que quand l'eau est une ressource rare, Afrique soudanienne, que les mauvaises herbes, si elles prennent de l'eau pour leur croissance, c'est autant d'eau de moins à disposition des plantes, et qu'au fond, il y a l'urgence pour ces agriculteurs de pouvoir désherber, de désherber vite. L'outillage manuel, pour que vous ayez une idée, mais parfois l'outil encore moins performant en termes de surface par actif, la houe, et parfois vous verrez, les gens c'est des dabas, c'est des petites houes à manches courtes, etc., pour sarclobiner. Alors soit là, il y a une préparation du sol préalable, parce que vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'herbes, et il faut donc faire un labour préalable. Souvent, dans les régions les plus semi-arides, on fait un semi-direct à sec, en espérant que les pluies arrivent assez précocement pour que les oiseaux ne s'emparent pas des graines. Enfin, je suis pour vous montrer quand même des conditions écologiquement difficiles. Je ne dis pas que tout ce qui explique la situation des agriculteurs africains ne s'explique que par les conditions agroécologiques, mais enfin, on n'oubliera quand même pas ces conditions parfois un peu difficiles. La femme est souriante, mais regardez l'emmanchement de sa hache. Je veux dire, c'est quand même... On est dans certaines régions d'Afrique à des niveaux d'outillage qui sont quand même dérisoires. Et entre, ça me paraît très important, entre des agriculteurs qui ont des outils manuels qui leur limitent considérablement la productivité du travail et dire ce sont des techniques archaïques, je crois qu'il ne faut pas faire le pas. Disons, c'est des outils manuels qui limitent la productivité. Ça n'empêche pas que ces agriculteurs ont parfois, on le verra, des agricultures assez savantes. Mais le sous-équipement. Alors si on quitte un peu l'Afrique sahélo-soudanienne et qu'on descend un peu plus vers le sud, on est là dans les nord Côte d'Ivoire, Korogo, eh bien, il y a des possibilités d'aménager des rizières, mais pareil, vous voyez, des outils manuels pour aménager les rizières, ensuite éventuellement un repiquage du riz à la main, et que parfois, quand on parle d'outils manuels, eh bien, écoutez, là cette femme, bon, on est en Éthiopie, donc on quitte l'Afrique sahélo-soudanienne, qui récolte de l'éleusine au couteau, elle est obligée de se courber, oui, l'éleusine est une graminée de taille extrêmement courte. Enfin, vous imaginez que ce ne sera pas des centaines d'hectares par actif et par an. Il faudra, dans la discussion, éventuellement s'en souvenir. Voilà la récolte de riz. On revient ici au Mali, dans le delta intérieur du fleuve Niger, à la faucille. Mais bon, le riz a été couché. C'est un riz, je ne sais pas vraiment un riz flottant pour en parler, mais vous voyez qu'il faut se coucher, etc. La productivité du travail de quelqu'un qui récolte le riz à la faucille est extrêmement limitée. Cette photo est prise à Madagascar, mais c'est un petit peu la même chose. Et puis si vous voyez que l'une des femmes porte son gosse sur le dos, ça veut dire qu'il n'y a personne à la maison, il n'y a pas de crèche, il n'y a même peut-être pas la grand-mère pour s'occuper des gamins. Enfin, voilà la condition d'un très très grand nombre de travailleurs africains. Autre photo, le pilonnage du mil, cette fois, on est au Mali, dans la région de chez les Dogons. Voilà le niveau d'équipement de l'agriculture africaine. Alors, dans les événements récents, je parle des dernières décennies, ces 2-3 dernières décennies, c'est quand même dans certaines régions, mais attention, pas toutes les régions d'Afrique sahélo-soudanienne, ni même toutes les régions d'Afrique, l'introduction de la culture attelée, de l'énergie animale pour préparer les travaux du sol et éventuellement pratiquer le désherbage, parfois les semis. C'est déjà en termes de surface par actif un progrès. C'est-à-dire que là, avec les outils que je présentais précédemment, le repiquage pour le riz, c'est 1,5 hectare par actif. Il est difficile pour quelqu'un qui n'a que des outils manuels et repique son riz à la main, c'est-à-dire dans l'outil et la main, au moment du repiquage. Il est très difficile pour un actif dans l'année, dans le nombre de jours disponibles pour repiquer le riz, de faire plus d'1,5 hectare. Quand vous aviez l'hilaire, l'outil de désherbage qu'on voyait tout à l'heure, c'était peut-être 1 hectare, mais on verra que les rendements ne sont pas très élevés, mais guère plus, quoi. Juste. Alors que là, avec des outils de traction attelée, on peut éventuellement, et c'est souvent le désherbage qui va être le facteur limitant, passer à 2 hectares, peut-être très légèrement plus, pas forcément beaucoup plus. Bon, tous les outils sont bons, y compris pour la traction animale. C'est voilà un labour. On verra que le labour peut éventuellement présenter un certain intérêt pour que l'eau, dans les régions semi-arides, pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol. Je vais vous dire, c'est pas vrai partout, parce que parfois, ne serait-ce que pour pouvoir labourer, il faut déjà qu'il y ait de l'eau dans le sol, et pour qu'il y ait de l'eau dans le sol, il faut attendre que le front d'humectation soit suffisant. S'il faut que le front d'humectation soit suffisant, il faut que déjà l'eau ait pénétré dans le sol, et du coup ça retarde la date de semis. Et quand vous êtes dans des régions semi-arides où la longueur, excusez-moi ces considérations techniques, mais c'est le quotidien des gens, et on ne s'intéresse finalement aux gens que si on s'intéresse à ce quotidien-là. Et
parfois ça retarde la date de semis, alors que les agriculteurs sont très conscients que souvent un semis précoce peut leur être profitable. Donc ne croyez pas, les solutions, en tout cas il n'y aura pas de solution toute faite, mais je ne vais pas dire que des propos désespérants, rassurez-vous. Là vous avez énormément de déjections animales, dont l'un des gros problèmes, c'est que dans les régions semi-arides, une grande partie de l'azote qui est accumulé dans ces déjections organiques, une grande partie du carbone qui provient de ces déjections organiques, se volatilise, le carbone revient à l'état de CO2, l'azote revient dans l'air, etc. Il y a là des possibilités de fertilisation qui, faute d'eau d'abord, peut-être faute aussi de pouvoir mélanger de la paille et les déjections animales, et ça s'appelle du fumier. Et sur la question du fumier, j'ai un petit biais, paraît-il, je manque d'objectivité, mais peut-être que c'est peut-être des voies de recherche, on va voir, attention. Juste pour vous dire que dans certains endroits d'Afrique, ce sont souvent les éleveurs qui ont accès à un assez grand nombre de troupeaux, que ce soit leur troupeau, que ce soit le troupeau d'agriculteurs qui leur cèdent. Ces troupeaux sont contraints un petit peu par les conditions écologiques de faire de grands déplacements, ça va de nomadisme à la transhumance. Et il y a des lieux quand même où ces animaux sont rassemblés le soir, ce sont des parcs, et il y a là une accumulation de matière organique qui pourrait éventuellement, et qui est parfois, je ne vous le cache pas, mise à profit par les agriculteurs pour la fertilisation. Cette photo est déjà prise un peu plus au sud, on est au sud Mali. Bon, juste pour vous dire que, effectivement, la fertilisation des terres, ces petits tas que vous voyez là, c'est des déjections animales, c'est de la poudrette, on dit, c'est pas vraiment toujours du vrai fumier. Néanmoins, tout est bon. Et puis, alors peut-être vous observez, on est déjà dans des régions un peu sud, Mali, on verrait des choses peut-être un peu équivalentes au sud Sénégal. Les arbres que vous voyez là, écoutez, ils ont un rôle. Ils ont un rôle parce que c'est des arbres qui peuvent être utiles, ce sont pour la plupart des carités, ça prouve des breurs de carité. Mais l'air de rien, la chute des feuilles de ces arbres apporte aussi un peu d'humus au sol, etc. Ne croyez surtout pas. Et ces paysanneries ont su donc maintenir un parc arboré, pas forcément très dense, parce que là il y a un problème, quand on cultive, ces arbres font quand même de l'ombre, donc il peut y avoir parfois contradiction entre l'arbre et les cultures annuelles qui vont être cultivées par en dessous. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Juste pour vous dire que tout ça, c'est des inventions paysannes, que d'entretenir un parc arboré comme ça. Juste parce que je sais qu'on parlera du coton et des subventions sur le coton, on va regarder ces champs de coton, c'est des champs de coton qui sont cultivés manuellement. Sachez qu'ici, on récolte le coton à la main. Sachez qu'aux États-Unis, on récolte le coton au cotton picker, une grande machine. Inutile de vous dire que les surfaces par actif ne sont pas les mêmes. Certains vont me dire, oui, peut-être que la qualité du coton n'est pas exactement la même, ce qui est d'ailleurs en demeurant vrai, mais ça fait quand même des écarts de productivité assez considérables. Bon, le transport, la manutention, enfin, vous voyez, on est dans une agriculture. Voilà les moyens, j'allais dire, globalement, de l'agriculture africaine. Juste pour vous dire qu'il y a des usines, et que c'est précisément... Là, c'est une égreneuse. C'est la fin de la période d'égrenage, donc on ne voit plus de grande activité, mais néanmoins, vous observerez qu'il y a comme une pompe qui va chercher donc, le coton dans le conteneur et qui va l'amener à l'usine, et ça va être directement égrené. En tout cas, sachez que ce n'est pas au niveau industriel qu'il y a une différence de productivité entre les agricultures africaines et les agricultures nord-américaines. Les machines sont des machines importées qui viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis et ailleurs. Le gros problème va être, quand on va parler de ces agricultures africaines en compétition sur le marché mondial avec d'autres, ça va être le travail agricole lui-même, même s'il y a peut-être de bonnes raisons de vouloir travailler au niveau aussi de la filière de commercialisation et de transformation. C'est des pistes, évidemment, qu'il nous faut explorer, et que les Africains explorent. Mais enfin, sachez que ce n'est pas tellement au niveau industriel qu'il y a des différences. Dès l'égrenage jusque le tissage, ça y est, c'est des machines industrielles. Quand vous avez une usine qui fait des tissus au Sénégal, c'est des machines importées, c'est les mêmes technologies que vous trouvez en Chine ou que vous trouviez en France avant la délocalisation. Alors, dans les espoirs qu'ont mis certains, c'est la motomécanisation, ce petit tracteur, si vous voulez, petit, motorisé. Vous observerez que dès qu'on commence à avoir des tracteurs, etc., vous verrez que souvent le parc arboré est moindre. Parce que s'il est possible déjà avec la culture à thé de passer à côté des troncs d'arbres avec aisance, avec la mécanisation c'est moins vrai. Et si les arbres dont je vous parlais jouent un rôle sur la reproduction de la fertilité, c'est peut-être un peu que c'est pas si facile de dire allons-y, pour rester compétitif, mécanisons comme ce qui existe chez nous, apportons des tracteurs et vous verrez. D'abord, la question qui va se poser, c'est si vous apportez des tracteurs et que les tracteurs ne viennent que à se substituer à la force de travail, qu'est-ce que vous ferez de la force de travail? La force de travail, vous avez compris, c'est quand même des gens, des hommes, des femmes. Et
qu'est-ce que nous allons en faire? Pareil ici, on est au Mali Sud, la partie labourée, la partie pour lesquelles, mais en tout cas, sachez qu'il y a déjà des gens qui ont les moyens d'acheter des tracteurs et qui, alors, dans des régions où le foncier n'est pas encore définitivement attribué, ont souvent mis à profit la capacité de travailler plus de surface par personne dans la famille, par actif dans la famille. Certaines personnes ont mis à profit la culture attelée d'abord, en deuxième les tracteurs, pour s'approprier un foncier, et parfois en toute légalité, et parfois même en s'appuyant sur des lois dictées depuis Dakar, Bamako, Niamey et ailleurs, qui disaient la terre à celui qui la travaille. Et donc la terre à celui qui a les moyens de travail les plus efficaces en termes de surface par actif. Ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes quand ces outils ont été utilisés par certaines grandes familles à un moment où les terres restaient indivises au niveau du village. Elles étaient peut-être divisées, il y a peut-être des finages villageois délimités entre clans, entre villages, etc. Mais à l'intérieur, il y avait encore des terres qui étaient libres d'accès, y compris pour les cultures, et qui, en fait, sont de plus en plus souvent appropriées, et dont l'appropriation provient surtout et d'abord d'un niveau d'équipement très inégal. Ce n'est pas toujours vrai ce que je vous dis, mais c'est quand même très fréquent. Bon, une incursion dans l'Afrique un peu plus forestière. On est ici au Congo et c'est une plantation de café. On en parlera, mais pareil, sachez que la récolte du café, la plantation de café dans ces régions reste encore manuelle. On aura l'occasion d'en reparler. Mais on pourrait dire à la limite que pour le café, ces agriculteurs ne se retrouvent pas en concurrence avec des producteurs de café en Europe et aux États-Unis. C'est peut-être ça qui fait dire à certains que ces pays doivent se spécialiser vers ce pourquoi l'Europe et les États-Unis ne produisent pas. C'est-à-dire qu'il y a des productions de rente, pour lesquelles ces pays devraient se spécialiser. C'est la spécialisation sur les avantages comparatifs. Le premier à avoir théorisé ça, vous savez que c'est Ricardo. Les néoclassiques aujourd'hui ont bien mieux formalisé cette question que de dire ces agriculteurs n'ont pas forcément intérêt à vouloir produire des vivres chez eux. Pourquoi vouloir produire du riz en repiquant de façon manuelle, puisqu'en Camargue, les tracteurs produisent ça avec des niveaux de productivité bien supérieurs, en Louisiane de même. Pourquoi n'achèteraient-ils pas le riz en Europe et aux États-Unis? Et eux, en échange, ils produiraient ce qu'on ne produit pas en Europe et aux États-Unis. Par exemple, le café. Vous allez voir que ma réponse va être surtout pas ça. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de café ni de cacao, mais ça ne peut pas être une spécialisation. En tout cas, mon opinion, que je le mettrai dans le débat, c'est que cette spécialisation selon les avantages comparatifs est totalement illusoire. Et puis peut-être que Ibrahim Hassen, quand il parlera du Sénégal, il vous demandera quels avantages comparatifs. Alors je sais que l'avantage comparatif chez les économistes, c'est les moindres des avantages comparatifs. C'est-à-dire les pays doivent se spécialiser vers les productions pour lesquelles ils ont le moins de désavantages. Quand on parlera du Sénégal, ce sera malheureusement, d'un point de vue écologique et d'un point de vue niveau d'équipement, les économistes néoclassiques, c'est comme ça qu'ils posent la question. Et vous verrez que je plaiderai en ce qui me concerne pour une agriculture diversifiée dans laquelle il y a une certaine sécurité alimentaire, et même on parlera souveraineté alimentaire. Juste pour vous dire que les premiers processus de transformation, le séchage là du café, cette fois-ci à sec, dans cette région du Congo, c'est une technique manuelle, c'est des niveaux de production, vous voyez, pas forcément considérables. Là, c'est déjà un peu plus pertinent parce qu'on est déjà dans d'abord, c'est une voie dite humide, c'est-à-dire qu'il pourra éventuellement donner un café de meilleure qualité. On est au Burundi, on est sur des cafés de toute façon de meilleure qualité du point de vue on dirait des cépages, chez nous si on parlait de la vigne, mais en tout cas de variétés arabica de meilleur goût, et pour lequel éventuellement une transformation dite par la voie humide, c'est-à-dire le dépulpage, va se faire dans un courant d'eau, et tout de suite après la récolte, il y aura alors que dans la phase précédente, c'est des fermentations peut-être indues, là il y en aura peut-être un peu moins. Excusez-moi de ces détails techniques, mais c'est le quotidien quand même des gens, et il nous faut nous y intéresser. Alors, juste pour vous dire, là on est, c'est la rive mauritanienne, je suis désolé, mais enfin on est tout près du Sénégal, on est en face de Bakel, on est à Gouraï, dans le Guélimaka mauritanien, et la grande espérance dans des régions semi-arides, c'est l'irrigation à partir du fleuve, la grande irrigation, pompage à partir du fleuve, canaux d'irrigation, canaux primaires, et l'aménagement ici que vous voyez, qui est en cours, de rizières, ce qui n'est peut-être pas sans poser de problème de voir qu'on va cultiver du riz dans des régions semi-arides. Certes, le fleuve juste derrière nous, derrière le photographe, il y a de l'eau dont on a régularisé le niveau de la crue. Juste pour vous dire, enfin non, je rentrerai plus en détail, janvier 1994, j'étais au Sénégal,
ce système d'irrigation, vous voyez qu'il commence à y avoir du béton. Et d'ailleurs, on va devoir prolonger le canal tout en béton parce qu'on est sur une partie sableuse du bourrelet de Berme. Il va falloir entretenir ces canaux, la motopompe va supposer des pièces de rechange, et la motopompe, elle est actionnée avec du pétrole, donc vous n'êtes pas sans savoir que le prix monte, et en tout cas je peux vous assurer, en janvier 1994, quand le franc CFA a dévalué, du jour au lendemain, le prix du pétrole rendu franc CFA a doublé. Et ça n'a pas été sans poser un problème pour cette filière rizicole. Donc attention, il y a, et c'est logique, et les agronomes dont je fais partie, on est quand même très tentés de se dire il y a un rattrapage technologique, il faut y penser, il n'y a pas des raisons pour lesquelles l'Afrique serait exclue des technologies modernes. Enfin, je veux dire, c'est des raisonnements qui ont tous les aspects du bon sens, et à la longue, parfois on y revient un petit peu, parce que pour des pays qui n'ont pas de pétrole, et s'il faut payer très cher avec les revenus qui sont peut-être de 1-2 euros par jour, ça va peut-être être assez difficile de remplacer les pompes, d'avoir les pièces de rechange au bon moment, de se ravitailler en essence au bon moment, etc. Enfin, il y a eu, même si ça commence à passer un peu, il y a eu quand même, et je jette ça pour le débat tout à l'heure, le mirage des technologies. Oui, il faut des technologies modernes, c'est-à-dire récentes, nouvelles, novatrices. Si moderne, ça veut dire qui innovent, et qui vraiment apportent quelque chose de nouveau. Alors là, je suis bien d'accord. Si moderne, ça veut nécessairement dire motomécanisé et utilisateur de pétrole, vous imaginez bien, surtout si le prix du pétrole venait à monter dans l'avenir. Juste pour montrer, voilà un périmètre irrigué sur les bords du fleuve Sénégal. On voit juste les pépinières. Vous voyez qu'il faut d'abord clôturer le périmètre en question, mais le reste, c'est entre steppe et savane. Voilà. Juste pour vous dire qu'après ces photos qui étaient là pour introduire, voilà, je crois, un des premiers objets du débat que Marcel Mazoyer a évoqué un peu la dernière fois, mais que je vais essayer de rendre compte de façon légèrement différente. Les écarts de productivité de 1 à 200, et là, je parle donc sous le contrôle d'Ibrahim Hassen, qui vient de le dire, on va aller en Casamance. Et en Casamance, là on repique le riz à la main, et donc le Casamance, c'est le sud du Sénégal, c'est-à-dire que c'est au sud de la Gambie. Mais je vous disais, le repiquage à la main, pendant le nombre de jours disponibles, alors attention, la technique du repiquage, ne dites pas archaïque, désuet, tout ce que vous voulez. La technique du repiquage, c'est une technique de lutte contre les mauvaises herbes. Le riz, il émerge de la nappe d'eau, les mauvaises herbes n'émergent pas. C'est une façon de lutter contre les mauvaises herbes sans herbicides. N'empêche que la rizière, avec ses diguettes, sa masse d'eau, sa boue, etc., c'est un bassin de sédimentation. Il y a un mode de l'été de fertilisation. Figurez-vous que cette rizière, elle est bourrée de microbes, il y a des cyanophycées qui fixent l'azote de l'air. Ces microbes jouent aussi, enfin c'est bourré, il n'y en a peut-être pas assez, mais ça joue à la fertilisation. En tout cas, la rizière est une technique en définitive savante, qui est née aussi dans ces régions d'Afrique, plutôt Guinée, Bissau, Sud Casamance, etc., ou delta du Niger. En tout cas, la technique du repiquage, elle est d'une certaine façon savante, mais elle est peu productive, en tout cas en termes de surface par actif. C'est ça la question qu'il faut voir. J'exagère, je vous dis tout de suite, le rendement du riz en Casamance. Sans aucun fertilisant, si vous prenez l'agriculteur le plus pauvre de la région Casamance, qui n'a que des outils manuels et qui n'a pas accès à aucun engrais chimique, quand je mets 1,1 tonne à l'hectare, son rendement est surestimé. C'est-à-dire que je suis en train, je parle sous contrôle, de surestimer. Alors c'est un peu plus élevé dans le fleuve pour mettre des engrais chimiques, dans le fleuve Sénégal, mais sans engrais chimiques, un agriculteur pauvre, tous les ans néanmoins, sans jachère, sans période de repos de la terre, etc., une tonne à l'hectare, un petit peu plus, c'est quand même pas anodin. Juste pour vous dire que ça fera que du 550 kg, là-dessus, vous êtes obligé de retirer la semence, c'est-à-dire si c'est du 100 kg hectare, ça nous fait du 50 kg pour le demi-hectare. Bref, ce qu'on va appeler la valeur ajoutée, ce que les économistes appelleront valeur ajoutée, la vraie productivité par actif, c'est 500 kg de paddy, vous pouvez nourrir entre 2 et 3 personnes. Attention, parce que il faut 300 kg de paddy pour faire 180 kg de riz. 2 personnes. Donc déjà, vous voyez bien comment dire repiquage, il faudra peut-être que les enfants n'aillent pas à l'école. Juste pour vous dire, si dans une famille on envoie tous les enfants à l'école et si les vieux prennent la retraite, vous voyez, l'équilibre il est atteint, l'équilibre strictement alimentaire, c'est quand même 2 bouches à nourrir par actif. C'est quand même des ordres de grandeur qui, je crois, méritent d'être retenus quand on va s'intéresser à comment peuvent-ils s'en sortir. Il y a des voies de sortie, je vous le dis tout de suite, c'est pas désespérant, mais il faut quand même prendre la mesure du problème.
Voilà, alors on va aller chez le concurrent. Je n'ai pas osé mettre un agriculteur de Camargue. Vous savez que dans les 10 exploitations agricoles qui reçoivent le plus de subventions en France, il y en a 3 qui sont des grands exploitants de Camargue. Je ne sais pas, et pour produire du riz, d'ailleurs, je ne sais pas si vous trouvez du riz de Camargue dans le supermarché, mais j'imagine que quand vous achetez du riz, ce n'est pas du riz de Camargue, et pour des raisons de qualité, donc ça va vous poser un problème de savoir si nous, on doit produire du riz, et si on doit subventionner les producteurs qui exportent du riz de mauvaise qualité, ça on va en reparler un peu après. Mais allons en Louisiane, comme ça il n'y aura pas de cocorico, et là je sous-estime, alors là je sous-estime très largement, je vous le dis tout de suite, parce que aussi bien en Camargue qu'en Louisiane, un actif qui pratique le semi-direct, qui a des tracteurs chenillards, qui fait du semi-direct, qui désherbe avec des herbicides et qui récolte à la moissonneuse batteuse et qui éventuellement a 4 ou 5 qui loue une avionnette pour le traitement fongicide, c'est largement 100 hectares par actif, une personne seule. Et vous pouvez presque doubler. Dans le Pays de Caux, le blé c'est 200 hectares par actif et en Camargue, le riz c'est 200. Mais j'ai sous-estimé pour celui-là. Le rendement, comme il met des engrais, et je n'exagère pas ces rendements, 5 tonnes hectares, au Vietnam on arrive à 10 tonnes, mais allons-y, aux États-Unis, c'est pas forcément l'agriculture la plus intensive à l'hectare au monde, allez, 5 tonnes hectare, mais ça vous fait du 500 tonnes. Par contre, cette agriculture qu'on qualifie souvent de productiviste, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est aussi très destructive, il faudrait dire qu'une agriculture productive, elle est aussi très destructive, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs perdues dans le processus de production, et ce n'est pas seulement la semence qui est perdue dans le processus de production. C'est la semence, bien sûr, mais c'est aussi les engrais, c'est les carburants du tracteur, c'est aussi l'usure de l'avionnette ou l'usure de la moissonneuse batteuse, et il faut considérer que nous sommes dans ce type d'agriculture à 4/5 qui sont des valeurs détruites. C'est-à-dire que pour produire 100, vous détruisez 80. 80 de valeurs qui étaient produites dans les usines d'engrais, et dans les mines de phosphate, tout ce que vous voulez. Mais ces valeurs, après, être mises, l'engrais, une fois mis dans le sol, le phosphate est peut-être dans le riz, mais l'engrais n'est plus. Donc la seule valeur ajoutée, je crois que c'est là où je crois qu'il faut nous comparer les productivités du travail, c'est ce qu'au fond apporte l'agriculteur. On peut dire un agriculteur en Louisiane, en Camargue, produit jusqu'à quelque chose qui ressemble à la différence, c'est-à-dire 100 tonnes par actif et par an. Mais n'empêche que le rapport, il est de 1 à 200. Alors ma façon de reprendre, je sais que ça avait été un peu évoqué la fois précédente, c'est de dire maintenant rendez-vous à Dakar. À Dakar, si vous allez au marché, il y a du riz de Casamance, il y a du riz de Vietnam, il y a du riz de Thaïlande, il y a peut-être du riz de Camargue, c'est assez rare, mais enfin on peut en voir, et il y a du riz de Louisiane. Et si c'est des riz qui ont à peu près la même qualité, la même quantité, un sac de 50 kg, c'est le même prix. C'est-à-dire que si le producteur de Casamance, pour avoir accès à des médicaments, pour avoir accès à un chapeau, vous voyez le jour, à un textile, enfin pour pouvoir se dire, pour pouvoir vendre, pour pouvoir acheter un produit de stricte première nécessité, il va devoir vendre au même prix que son concurrent. Je vous dis tout de suite, en termes de transport, ramener du riz de Casamance jusqu'à Dakar, ramener du riz depuis les États-Unis jusqu'à Dakar, comme c'est transporté par grand paquebot, rapporté au sac de 50 kg, vous savez, c'est pas au niveau des différences de transport qu'il y a beaucoup de différences. Non, c'est au niveau de la productivité du travail. Et ça veut dire que le producteur de Casamance, s'il veut pouvoir vendre son riz, il est obligé de s'aligner sur le riz de tous les concurrents. Donc, et de toute façon, quand on dit les communes de marché, c'est quand même ça. Le riz, les 5 sacs de riz de 5 provenances différentes sont vendus au même prix, si c'est la même quantité, la même qualité. L'agriculteur de Casamance ne peut pas vendre un prix plus cher, sinon on ne lui achèterait pas, on achèterait le sac d'à côté. Et du coup, il est obligé, vous voyez bien, pour accepter le même prix, d'accepter une rémunération de son travail 200 fois inférieure. Voilà ce que je crois qui, quand même, peut prêter au débat sur comment, la question, évidemment, elle est, on est bien d'accord, comment les agriculteurs, qui sont aujourd'hui, pour l'essentiel, agriculteurs manuels, pourront éventuellement être suffisamment rémunérés, dégager une épargne, investir, passer peut-être de l'agriculture manuelle à une agriculture traction animale, etc., ou autre, mais la question, elle est quand même celle-là. Et bien s'il y a des agriculteurs en faillite en France et s'il y a des agriculteurs en faillite en Louisiane, la question, elle est comment, avec un revenu 200 fois inférieur, comment vous allez dégager cette épargne, comment vous allez pouvoir investir. Je poursuis s'il n'y avait que ça. Alors, je ne vous cache pas que dans les débats internationaux au sein de l'OMC, on parle sans arrêt des subventions. Et on oublie trop facilement le 1 à 200. Mais à quoi s'ajoutent les subventions? Et alors, les subventions, je vous donne des chiffres, mais pour aller rien que sur la France, l'Europe, c'est 12,9. Avec les deux piliers, c'est 12,2 milliards. Mais disons, le pilier
de la PAC, de la politique agricole commune, les subventions directes et découplées de la production qu'on donne aujourd'hui à nos agriculteurs, c'est 9,5 milliards. Si vous voulez, tout à l'heure on discutera de leur devenir, j'ai des propositions. Parce que je suis vraiment très prétentieux. Mais sachez que dans ces subventions, elles vont pour l'essentiel. Alors, dans ces 12,5 milliards, il y a encore quelques subventions à l'export, très peu. Mais il y a quand même des subventions directes et découplées de la production qui vont à des agriculteurs qui, néanmoins, grâce à ces subventions, peuvent produire et leur production est exportée. Le Club des 100 quintaux dans le pays de Caux, en Normandie, il produit un blé dont personne ne veut en France, qu'on vend de façon, en définitive, subventionnée vers l'Algérie, qu'on dit être un blé panifiable, mais qui est en fait plus un blé fourragé. Le riz de Camargue, personne n'en veut en France, il y a des subventions qui vont en Camargue et qui servent à produire un riz qu'on exporte, et inutile de vous dire que c'est ce que les économistes appellent du dumping, c'est-à-dire que ça en contribue encore davantage à abaisser les prix sur le marché mondial. Et il est assez logique que les agriculteurs africains qui ne disposent que d'outils manuels ou même de culture attelée disent c'est injuste. Et les débats internationaux portent surtout là-dessus, et surtout qu'on regarde les chiffres. Je viens d'effacer, mais vous avez vu le niveau des subventions burkinabé, c'est-à-dire que 25 000 exploitants agricoles en Caroline du Sud, dans des régions cotonnières des États-Unis, perçoivent plus que le produit intérieur brut du Burkina Faso. Donc là, on est dans des écarts absolument considérables. Alors, juste maintenant, après avoir présenté ça comme ça, et je vais essayer d'accélérer, juste pour vous dire que quand on est agronome, agroéconomiste et autres, on n'est pas toujours désespéré, les alternatives techniques ne manquent pas, et les alternatives techniques ne manquent pas, surtout si les agronomes et les économistes prennent soin déjà de regarder ce qu'ont inventé les paysans. Alors, juste pour vous montrer, mais là, tous ceux qui connaissent, alors d'abord, il y en a qui reconnaissent le cadre, le garrot, etc., enfin qu'on appelle, nous, dans notre jargon, Acacia albida. Mais voilà un arbre qui paraît tout ce qu'il y a de plus anodin. Vous noterez que la personne, l'agriculteur, a cultivé, est en train de cultiver du mil. La céréale qui est en dessous, c'est du mil. Et vous observerez que la croissance du mil sous la frondaison de l'arbre est très nettement, mais très nettement supérieure. Les chiffres, en termes de rendement, entre le rendement sous la frondaison des arbres et dans les interstices, vous voyez que ça produit assez peu, il est de l'ordre de 1 à 2,5. Sans engrais chimiques. L'engrais, c'est l'arbre qui l'apporte. Cet arbre, je ne sais pas si vous avez repéré, il a perdu ses feuilles alors qu'on est en saison des pluies, puisque c'est la saison du mil. On cultive du mil, on est donc en saison des pluies. Cet arbre a perdu ses feuilles. Figurez-vous qu'en saison sèche, il avait ses feuilles, mais il a perdu ses feuilles juste avant. Et ces feuilles, c'est un apport d'humus, c'est-à-dire c'était de la photosynthèse pendant la saison sèche, c'est un apport d'humus, et de plus, comme cet arbre a un peu l'équivalent de ce qu'étaient nos luzernes chez nous, c'est une légumineuse, ça fixe l'azote, enfin excusez-moi, c'est des détails techniques, ça apporte de l'azote. En tout cas, voilà, sans engrais chimique. Le vrai problème, c'est qu'il faut laisser à cet Acacia albida le temps de pousser, le temps d'atteindre son âge adulte, et ça va peut-être vouloir dire, quand la question de nourrir la chèvre de ce même agriculteur ou d'un éleveur de passage, que quand l'arbre est jeune, que quand la chèvre a faim, écoutez, on ne soit pas enclin à vouloir tout de suite donner à manger l'arbre à la chèvre parce qu'on est trop pauvre. Donc, la question des revenus va quand même, vous imaginez bien, se poser. Alors, ce n'est pas toute l'Afrique où on peut planter, d'ailleurs, c'est pas planter, parce que justement, c'est les animaux souvent qui participent à la reproduction de cette Acacia albida, c'est-à-dire que c'est souvent les animaux des agriculteurs ou des éleveurs de passage qui alors utilisent du coup les feuilles et les gousses de ces arbres comme fourrage, c'est-à-dire comme aliment pour les animaux, et c'est à ce moment-là, en passant un tube digestif, que la graine, la dormance est levée, ça on semence, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi des éleveurs. Si vous craignez, et on en discutera quand même, de ces querelles et de ces risques de guerre civile parfois entre agriculteurs et éleveurs dans l'Afrique sahélo-soudanienne, sachez en tout cas que par rapport à l'appropriation de cet arbre, de toutes ses vertus, fourragères, alimentation pour les animaux, fertilisant, que ce soit la bouse de l'animal qui a mangé les feuilles, ou que ce soit directement la feuille qui tombe à terre et apporte de l'humus, de l'azote, la question de la gestion concertée, et les droits fonciers donc vont se poser. Est-ce que c'est depuis Niamey, est-ce que c'est depuis Bamako, est-ce que c'est depuis Dakar qu'on va légiférer le droit d'accès à ces terrains et à ces Acacia albida, ou est-ce que ça va se décider, et comment ça va se décider, et à quel niveau de subsidiarité ça doit se faire? Je jette juste ça pour le débat, j'ai des petites idées sur la question, mais j'imagine que mon collègue en a encore davantage. En tout cas, il ne faudrait pas que ce soit décidé par seulement un expert de Bruxelles ou de Washington. Enfin, il faudra peut-être qu'on y réfléchisse. Voilà un parc arboré bien plus important. Là, du coup, on est
regardez, à l'approche, là, le travail du sol a eu lieu, donc les premières pluies sont tombées, et là aussi on voit que les feuilles sont tombées. Qu'on est à 40 arbres à l'hectare comme ça, hein, on peut avoir un rendement qui ne s'éloigne pas de 1,5 tonne de céréales à l'hectare, et même plus. Hein. C'est déjà pas rien dans des régions où parfois on en est à 500 kg de moyenne. Je parle de moyenne. Dans la moyenne, il y a aussi les années où il y a zéro, hein, n'oublions pas. Juste pour vous dire que si vous êtes dans le sud de Mali, vous verrez des gens qui, ça apparaît rien, là c'est petite, mais font des fosses compostières, c'est-à-dire qu'ils mélangent les déjections animales avec des pailles, ça se passe près de la maison, etc. Vous voyez que là, ces gens ont déjà accès à la traction attelée. Juste pour vous dire, au sud de Mali, la compagnie malienne des textiles, qui est encore aujourd'hui une compagnie d'État, mais qui est supposée devoir aller en termes de privatisation, a, par le biais de crédits gagés sur la production cotonnière, c'est-à-dire on accorde des crédits aux agriculteurs, des crédits pour acheter des semences, surtout des semences de coton, parce qu'il faut s'inscrire au projet coton, donc c'est surtout pour les semences de coton, des engrais pour le coton, éventuellement des produits phytosanitaires pour le coton. Et la CNDT ayant le monopole au niveau de la commercialisation, les agriculteurs ne pouvaient donc vendre leur coton en graines, hein, encore en graines, qu'à la compagnie malienne des textiles, qui est en position de monopole. Et la compagnie malienne des textiles, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait le compte des crédits avancés aux agriculteurs sous forme de semences, d'engrais, etc. Eh bien, elle prenait sur la récolte la quantité de coton qui permettait de rembourser la Banque nationale de développement agricole, et le reste de la production cotonnière, elle va payer aux paysans le reste. Et au fond, ce système de crédit gagé sur la production cotonnière, les agriculteurs, un très grand nombre d'agriculteurs se sont inscrits au projet coton pour avoir accès à ces crédits. Alors, évidemment, quand vous allez dans la région, parce que vous découvrez, alors si vous interrogez les fonctionnaires ou les cadres même, d'un peu tous les niveaux, hein, d'ailleurs la compagnie malienne des textiles, vous entendez souvent des refrains du genre « Ah, ces paysans, ils détournent les engrais, ils mettent ça sur leur maïs, ils mettent ça sur leur sorgho, etc. » Alors on a aussi prêté des crédits d'équipement pour avoir accès aux charrues, peut-être, je ne sais pas si la photo suivante présentera des charrettes, non, mais en tout cas pour avoir accès à des charrettes. Et voilà que ces gens utilisent la charrue et utilisent parfois les engrais pour relever le coton, parfois même certains revendent des semences de coton ou quelques trucs pour acheter des semences de maïs et autres, et voilà que ces gens, ces paysans, j'allais dire un peu dans un premier temps, la CNDT a évolué en cours de temps, mais dans un premier temps, je dirais presque contre les cadres de la CNDT, ont diversifié leur système de production. Voilà un projet qui a été conçu pour le coton et qui a permis à des agriculteurs, de mettre dans leur rotation du maïs, ce qui avait très peu autrefois, sans nécessairement abandonner le mil et le sorgho. Là où autrefois les agriculteurs pratiquaient les formes d'agriculture, vous savez, qu'on appelle l'abatis brûlis, c'est-à-dire on abat un pan de forêt, on cultive sur les cendres, on cultive 1 année, 2 années, 3 années, puis après on laisse repousser la forêt, parce que c'est ça qui va reconstituer la jachère, disent certains, c'est ça qui va reconstituer la fertilité. Moi j'entendais dire, il y a encore 2 ans, quand je suis allé commencer à étudier cette région, encore le discours c'était, les gens, trop nombreux, pression démographique, ils commencent à cultiver de plus en plus souvent, ils ne laissent pas le recrue de la forêt, comme la forêt c'est ce qui permet, grâce aux feuilles mortes, etc., de reproduire le muscle, la fertilité diminue, enfin bref, une crise grave de la reproduction de la fertilité par excès de gens qui cultivent trop souvent leurs terres et ne laissent pas les terrains au repos pendant une durée suffisante. Figurez-vous que dans l'immense majorité des zones étudiées l'an dernier, c'est faux, c'est complètement faux. Les gens ont inventé un système dans lequel il y a des terres cultivées en permanence, comme celle d'ailleurs qu'on voyait sous les arbres tout à l'heure. Et ces terres sont cultivées en permanence parce qu'elles sont abondamment fertilisées dans quelque chose qui ressemble à du fumier. Et ce fumier, c'est bien la jonction des pailles, des chaumes qui sont récoltées, qui servent dans des fosses fumières, et des déjections animales, des animaux qui sont dans des parcs. Et ce fumier permet de cultiver en permanence tous les ans, avec des niveaux de rendement qui ne sont pas forcément dérisoires, les terres cultivées. Et ceci parce qu'il y a des endroits où autrefois on pratiquait l'abatis brûlis, qui sont aujourd'hui que des aires pâturées. Enfin bref, pour vous dire, ces agriculteurs, une fois équipés, ont su innover, et bien au-delà de ce que pouvait conseiller la compagnie malienne des textiles, mais grâce à des crédits gagés sur la production cotonnière, eh bien, ont inventé des quantités de choses. Non, il n'y a pas à désespérer. Là, on commence à avoir un élevage de vaches laitières, etc. On est dans une zone périurbaine. Ne croyez surtout pas que l'amas de foin ou d'herbe ou de paille, enfin là, c'est des foins que vous voyez sur le toit, ne croyez surtout pas que c'est seulement le toit en chaume, non, c'est bien les fourrages qui vont être donnés, et donc vous avez des agriculteurs aujourd'hui qui coupent, et y compris parfois coupent des herbes sauvages, pour donner à leurs vaches. Ça produit un petit peu de lait, ça produit du fumier, ça permet de contribuer à la fertilité des terres. Bon, là on passe à Madagascar, mais c'est juste pour vous dire, il y aurait débat sur ce que je suis en train de vous montrer, cette photo, mais pour vous dire que dans certains endroits, voilà
ce qui était un maïs dans lequel on a semé une légumineuse qui s'appelle être de la dolique. Figurez-vous que la dolique, alors la récolte de maïs a eu lieu, figurez-vous que la dolique avec un enracinement profond permet d'avoir de l'eau même une fois la saison sèche arrivée, et elle a utilisé le maïs comme tuteur, elle a parfois couché le maïs, etc. N'empêche qu'on est en pleine saison sèche et le sol est totalement recouvert, il a la protection de l'érosion, de l'eau, enfin des vents d'abord, et il sera peut-être plus tard, ultérieurement, de l'eau. Alors après, derrière cette photo, il y a des voies de recherche ici, loin d'être négligeables et loin d'être inintéressantes, parce que de plus, la plante verte que vous voyez là, c'est une légumineuse qui apporte de l'azote, c'est pas inintéressant pour la fertilité. La question de savoir si les troupeaux des uns et des autres en même pâture vont pas surpâturer ça prématurément est une question qui se pose. Et je peux vous dire, en tout cas, des pistes de recherche, il y en a. Je passe un peu vite parce que je vais laisser la parole à Ibrahim Sam. Mais là, qu'est-ce que vous verriez? On est sur des plateaux quasiment incultes. Il y a des gens qui ont déposé du bois. Alors, c'est un projet qui a fait ça, qui a proposé de déposer. Vous voyez, il y a des brindilles. N'empêche que si vous regardez à côté des brindilles, il y a de l'herbe sèche. Pourquoi il y a de l'herbe sèche à côté des brindilles? Parce que là où il y a des brindilles, il y a eu des termites, que les termites ont creusé des trous, que là où les termites ont creusé des trous, l'eau s'est infiltrée, et que là où l'eau s'est infiltrée, il y a plus d'eau dans le sol, et il y a plus d'herbe. Et figurez-vous que dès qu'il commence à y avoir de l'herbe, comme ce que vous voyez ici, eh bien l'érosion éolienne est ralentie, commence à se déposer des sables, vous êtes en train de reconstituer très lentement, j'en conviens, un sol, mais on n'est quand même pas à l'abri d'accroître la production fourragère pour les éleveurs. En tout cas, on n'est pas à l'abri, bon là, juste, vous voyez des bandes, des diguettes anti-érosives, et on peut faire des bandes enherbées à côté qui peuvent des fourrages, des anthropogons, etc. En tout cas, on n'est pas à l'abri. Juste pour vous montrer que quand vous avez une petite diguette à terre, vous regardez à gauche le sorgho qui est déjà quasiment décrépit, vous regardez à droite, il est encore tout vert, inutile de vous dire que le seul fait d'arrêter l'érosion pluviale permet d'accroître les rendements. Ça, c'est des techniques totalement à la portée des paysans. Et c'est les moments où on peut commencer à avoir un peu plus de revenus, un peu plus d'épargne, commencer à investir. Ici, on est au Burkina Faso, c'est une retenue collinaire, les gens ont fait un petit barrage, ils y ont mis des arbustes, etc. N'empêche que cette retenue collinaire, c'est de l'eau qui va s'infiltrer dans le sol, qui va recharger la nappe phréatique. Et si, je crois que c'est la photo précédente, non, tant pis, je l'ai oublié, mais à côté de ça, vous pouvez avoir des acacias albida qui pourront effectivement produire des fourrages en saison sèche, mais en ayant accès à une nappe phréatique pas relativement profonde, etc. Juste pour vous dire qu'on peut faire aussi, quand les mêmes retenues collinaires, quand les mêmes mares commencent à s'assécher, on peut faire sur l'humidité résiduelle à proximité des cultures de décrue, on pourrait presque dire. On peut même faire des irrigations complémentaires si on creuse des petits canaux. Là, on est en pays d'Ogon. Parfois, la petite irrigation, alors évidemment, on est de tout nouveau avec des outils manuels. Hein, cet arrosage de l'oignon par les femmes d'Ogon au Mali, évidemment, ça peut vous apparaître dérisoire. C'est une source de revenus non négligeable. En tout cas, juste pour vous dire qu'on n'est pas sans alternative technique, mais évidemment, ça suppose ce que je vous indique là. Des exploitations agricoles familiales, éventuellement on en parlera. Ne croyez surtout pas que l'agriculture à salariés, c'est ce que je qualifierais moi volonté de capitaliste. Mais attention, avec la privatisation du foncier, c'est ce qui commence à se passer. Dans les mêmes zones du sud Mali, il commence à y avoir ce qu'on appelle les agriculteurs du dimanche. Et les agriculteurs du dimanche, c'est des fonctionnaires souvent, ou des gens des villes, des médecins, des avocats, des notaires, des professeurs de grande école, qu'importe, mais qui achètent du foncier en pourtour à des villes et qui utilisent des salariés. Vous savez, hein, quand vous faites de l'agriculture pour dégager un bénéfice en relation au capital investi, je ne vous cache pas que partout dans le monde, ce qui rapporte le plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle un taux de profit, et que vous-même vous ne travaillez pas, c'est-à-dire que vous faites travailler d'autres gens, dans la plupart des pays du monde, cette agriculture elle est extensive, elle produit très peu l'hectare. Donc ne vous attendez pas, ce ne sera pas forcément de l'élevage laitier, ou alors il faudra vraiment que la main-d'œuvre reste à très très bas prix. Les seuls agriculteurs capitalistes à salariés qui sont intensifs à l'hectare, c'est quand la main-d'œuvre est à très très bas prix. Donc il suffit d'aller à la Standard Food dans certains pays comme au Nicaragua. La sécurité du foncier, de toute évidence, si on veut que l'acacia albida ne meure pas trop jeune, il y a un problème de relation entre les agriculteurs et les éleveurs sur comment on va gérer l'accès au foncier et l'accès aux ressources sur ce foncier. Je ne suis pas sûr que ce soit l'immatriculation des terres et la privatisation du foncier, une terre qui s'achète, se vend, se loue, se met en gage. Mais enfin, souvent on dit que pour avoir accès au crédit, vous voyez que je mets un endroit, il faut avoir accès à des crédits. La question quand même, elle est posée. Mais peut-être que c'est plutôt des codes fonciers qui pourraient nous apparaître, non pas les codes coutumiers d'autrefois, mais les codes dont on pourrait penser élaborer de nouvelles coutumes entre agriculteurs, entre éleveurs, dans la même zone, etc. On n'est pas sans réponse, mais ça devient un problème politique avec un P majuscule, hein, je ne vous cache pas. Des revenus suffisants, vous avez compris qu'il faut protéger l'agriculture vivrière et le marché intérieur. Oui, il y a un problème d'accès au crédit et d'accès à crédit diversifié. Imaginez que la CFDT soit privatisée. La BNDA, enfin non mais
c'est très sérieux, quoi. Et une société qui va se privatiser et se recentrer que sur le coton, eh bien, va considérer que si jamais les crédits gagnés sur la production cotonnière servent à autre chose, c'est encore plus un détournement et ça peut être encore beaucoup plus répressif que ne l'étaient les cadres d'une compagnie malienne des textiles. Dans l'hécatombe, dans la faillite, j'allais dire, des sociétés publiques telles la compagnie malienne des textiles, il y avait trois choses. Il y avait la corruption, vous verrez le film Bamako, vous verrez que la corruption et la dette sont les deux éléments fondamentaux du film, et il y a eu des audits de la CFDT, et moi, par chance, ce n'est pas mon boulot, mais je veux bien croire qu'il y avait là une raison, il y a peut-être des choses à faire, à vérifier. Il y avait le fait que les agriculteurs ont peut-être été payés, le coton-graine a été payé à un prix trop élevé, par rapport à la possibilité pour la CFDT de revendre ce coton-graine sur le marché international face à des gens 200 fois plus productifs et de surcroît subventionnés. Donc la CFDT, une partie de sa faillite provient de ça. Mais il y a aussi, ne l'oublions pas, que la CFDT jouait un rôle de fonction publique à travers des systèmes de crédit, à travers des systèmes d'encadrement. Les agriculteurs qui ont eu accès aux charrettes, aux charrues, aux engrais, aux semences, etc., ont innové parfois contre même les conseils de la CFDT. Mais ce rôle de service public, si vous privatisez la CFDT, la question va être de savoir qui va reprendre ça. Et moi, je suis très inquiet sur cette question. C'est juste pour jeter pour le débat. La gestion sociale de l'eau, que ce soit les nappes phréatiques, dont évidemment il ne faudra pas pomper exagérément, que ce soit la gestion des périmètres, des grands périmètres irrigués dont on a vu ailleurs, c'est souvent au niveau de la gestion de l'eau. D'abord une appropriation inégale du foncier qui aboutit souvent au fait que les gens n'ont pas accès à la même quantité d'eau et que par exemple, il est difficile aussi de travailler en proportion à la quantité d'eau ou à la surface pour récurer les canaux ou payer les redevances, etc. Les inégalités d'accès au foncier parfois et à l'eau sont aussi fonction de la distance au canal, etc. Ça rejoint le foncier. En tout cas, arriver à ce que localement les gens peuvent se mettre d'accord avec un droit, alors qui n'est plus un droit foncier, mais un droit d'usage de l'eau, qui soit relativement reconnu avec des tribunaux agraires, j'allais dire, qui soient évidemment, vous avez compris, locaux. C'est-à-dire la subsidiarité la plus locale possible. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un règlement en commun et on se met d'accord sur qui va trancher en cas de désaccord, quoi. C'est des voies. Alors là, on est dans la politique avec vraiment un grand P, et la plupart des solutions techniques que les agronomes connaissons et qui sont souvent issues de ce qu'ont fait les paysans, etc., eh bien, je vais vous dire, alors ça, non, ça ce sera vraiment pour le débat, parce que je dévie, mais juste pour vous dire quand même ce que je pense. Les 9,5 milliards d'euros du premier pilier de la PAC, il y a urgence en France de les donner à la restauration collective, à nos écoles primaires d'abord, l'éducation au goût. On double le prix d'un repas, nos gamins mangeront bien. On relance la demande en produits de qualité en France. La France ressente son agriculture sur son marché intérieur. Elle ressente sur ce que sont d'ailleurs ses avantages comparatifs, c'est-à-dire la diversité des terroirs. Il faut une agriculture de qualité, il faut des agriculteurs qui soient rémunérés par les prix, non pas par des subventions. Ils l'ont toujours demandé. Ils ne veulent pas vivre de la mendicité. Ces subventions, il faut impérativement, pour que les produits de qualité, donc qui coûteront plus cher, parce que c'est ça qu'on veut pour rémunérer les agriculteurs français. Je ne suis pas du tout en train d'opposer les agriculteurs français du coup aux agriculteurs sénégalais, c'est pas du tout mon intention. Mais qu'au moins en France, les subventions ne servent pas à exporter et faire du dumping à l'égard des producteurs de Casamance ou d'ailleurs. Là, il y a vraiment urgence. Et c'est possible. C'est le moment opportun. Doha est suspendu. La politique agricole commune va devoir être réévaluée de toute façon, que les agriculteurs, que la FNSA le veuille ou non. La réévaluation de la PAC, c'est pour 2008. Je vous signale, si vous voulez, cocorico à l'égard des candidats à la présidence, vous leur dites, ce sera une présidence française. Donc il y a vraiment un mouvement à faire. Et je peux vous assurer que dans les gens qui seront gagnants, il y aura les paysans du Sahel. Merci. Merci beaucoup.